profite de l'opportunité pour remercier les initiateurs de ce projet, donc les LASPAD, et plus particulièrement les équipes chargées de cette initiative, donc Madame Nyan, Diop, Monsieur Cissé et notre illustre modérateur. Je ne saurais démarrer sans remercier aussi et féliciter mon très cher collègue, le professeur Pape Faré Diallo, donc qui est maintenant, qui dirige maintenant le LASPAD et donc qui fait un très beau travail. Mon collègue aussi, le professeur Ndiaye. Bon, je fais partie normalement de son laboratoire depuis le temps du professeur Morfay, même si je suis un grand absent. Et nous avons aussi un autre point en commun, c'est celui d'être diplômé de l'Université de Bordeaux, où j'ai fréquenté plutôt Bordeaux-Montesquieu, donc qui était l'Université de Bordeaux 4 avant que les autres universités se réunissent. Je salue au passage aussi le commissaire Diouf. J'ai pas encore eu le plaisir de le connaître, mais je travaille beaucoup avec la police et notamment l'école de formation pour les besoins des soutenances de mémoire et d'autres travaux. Je connais un peu ses prédécesseurs, donc malheureusement je n'ai pas pu être présent, mais j'anticipe le plaisir de le rencontrer incessamment. Quant au commandant ou chef d'escadron à Seine-Saint-Denis, donc nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, depuis la CDP, et nous nous rencontrons assez souvent sur des thématiques autour des systèmes d'information et des questions de cybersécurité. Donc j'en profite et naturellement tous ceux qui sont connectés et ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui pour écouter les échanges sur cette thématique. Je ne sais pas pourquoi j'ai été chargé du volet juridique, parce que ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole ont traité des questions juridiques. Donc, j'aurais même pu me taire parce que rien que mon prédécesseur a largement abordé ces éléments. Donc, je vais juste ajouter quelques petits aspects. Un, afin de rester dans les temps de parole impartis. Et deux, parce que tout a été déjà dit et bien dit par tous mes prédécesseurs. Donc, la question qui m'a été posée, c'est de parler de l'architecture juridique et ensuite de l'effectivité de la protection des données à caractère personnel dans le cadre des opérations des forces de défense et de sécurité. La première chose à dire, c'est que historiquement, le Sénégal a connu à peu près 3 phases. La première phase s'étend des indépendances jusqu'en 2008, où la question des données à caractère personnel était une question méconnue, où ne présentant pas un intérêt institutionnel assez fort au point de faire l'objet d'une réglementation. Donc, le traitement des données à caractère personnel était géré par les textes qui, d'une part, protégeaient la vie privée au plan civil et au plan pénal, et d'autre part, protégeaient les secrets administratifs dans le cadre des services publics. Donc, cette période était marquée par une absence de loi spécifique. Donc, je pèse bien les mots, c'est l'absence d'une loi spécifique dédiée à la protection des données à caractère personnel. Parce que la question était un peu connue dans certains milieux. La protection des données à caractère personnel est née en 1977 dans un État allemand, mais a été consacrée de manière globale en 1978 avec la loi informatique et liberté en France. À partir de 2008, le Sénégal a adopté une loi spécifique sur la protection des données à caractère personnel. Donc la loi 2008-12 que tout le monde connaît de janvier 2008 et son décret d'application, donc 2008-731. Ces deux textes constituaient le socle ou les textes fondateurs de la protection des données à caractère personnel. Ce choix du Sénégal a été opéré suite à un certain nombre d'événements politico-économiques qui ont un peu accéléré le processus. Donc, il y a eu d'abord le sommet mondial sur la société de l'information de 2001, ensuite de 2003 plutôt à Genève, ensuite de 2005 à Tunis, entrecoupé par des sommets africains, notamment celui de Bamako, sur la question de la société de l'information et du droit du numérique. Donc, en 2008, le Sénégal a adopté un ensemble de textes qui portaient sur la cybercriminalité, 2008-11, sur les transactions électroniques,
sur la protection des données à caractère personnel et une loi d'orientation sur la société de l'information. De 2008 à 2013, la loi existait, les instruments étaient en place, mais la protection n'était pas encore effective parce que la commission des données à caractère personnel, créée par la loi de 2008, n'était pas encore effective. Et quand je dis effective, ses membres n'ont pas été installés, un budget n'a pas été clairement identifié et des locaux aussi alloués à cette structure. Donc, un premier décret de 2011 a nommé les premiers membres et en 2013, un siège a été fixé et la commission a véritablement commencé à fonctionner. Ce n'est qu'en 2016 qu'un tournant a été franchi au Sénégal. Pourquoi 2016 est un tournant? Parce qu'en 2016, entre novembre et décembre, le législateur sénégalais a adopté un certain nombre de textes qui ont jeté les jalons d'une véritable architecture juridique dédiée à la fois à la protection des données à caractère personnel, à la cybersécurité, mais qui intéressait aussi les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leurs opérations. Donc, il s'agit successivement des lois 2016-29 du 8 novembre 2016 qui modifie le code pénal, 2016-30 du 8 novembre toujours 2016 qui modifie le code de procédure pénale et surtout 2016-33 du 5 décembre 2016 qui pose la loi qui est relative aux services de renseignement. Donc, à partir de 2016, le Sénégal est passé à un autre niveau. Ces textes de 2016 ont été complétés par d'autres législations, notamment la loi de 2018 sur les communications électroniques, parce que cette loi allait permettre de faire une lecture assez dynamique entre le dispositif de 2016 et la matérialité des pouvoirs qui ont été reconnus aux forces de défense et de sécurité, aussi bien dans le cadre des services de renseignement que dans le cadre de la police judiciaire ou de la police administrative. Donc, tous les outils qui ont été reconnus, notamment l'interception des communications, l'usage de procédés intrusifs, etc., qui d'emblée sont attentatoires à la protection des données à caractère personnel, aux droits fondamentaux et parfois aux libertés publiques. Tout ceci s'inscrivait dans un cadre assez normal, c'est-à-dire le cadre de l'état de droit. Le Sénégal était en train de doter ses forces de défense et de sécurité des moyens légaux et réglementaires pour pouvoir agir. En même temps, le Sénégal tenait compte des exigences de l'état de droit, c'est-à-dire un état capable de protéger ses citoyens, de protéger les droits fondamentaux et les libertés publiques. Ce qui nous fait dire que ce que je viens de présenter de manière assez sommaire n'est que la partie législative, légale et réglementaire, mais lorsqu'on veut dresser une architecture normative, il est préférable que l'on puisse aller du plus fondamental au plus élémentaire. Et lorsqu'on s'intéresse au plus fondamental, la Constitution sénégalaise de 2001, donc du 22 janvier 2001, qui a été modifiée en ses articles 7, 13 et suivants, et notamment le préambule aussi, qui a une valeur, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Ces différentes dispositions visent des droits fondamentaux, visent des libertés qui, quand bien même ils s'exerceraient dans le cadre des lois et des règlements, donnent une idée du socle de ce qu'on peut appeler les droits fondamentaux et du périmètre de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. On parle de correspondance, on parle d'inviolabilité du domicile, par exemple, etc. Donc, ces éléments relèvent à la fois de la protection de la vie privée que de la protection des données à caractère personnel, les deux n'étant pas systématiquement fongibles, même si dans la pratique, on a tendance à les confondre. Donc, au-delà de la Constitution, immédiatement après, viennent les instruments normatifs qui ont été ratifiés par le Sénégal. Signés et ratifiés. Je veux parler de la Convention de Malabo de l'Union africaine qui porte sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Je veux parler de la Convention 108 et de la Convention 108+ du Conseil de l'Europe. Le Sénégal a signé et ratifié la Convention 108, a signé mais n'a pas encore ratifié la Convention 108+.
du Conseil de l'Europe. Cette convention porte sur la protection des données à caractère personnel et c'est d'ailleurs le seul texte international réellement contraignant qui protège les données à caractère personnel et qui inclut des dispositions qui servent à encadrer le régime dérogatoire accordé aux fichiers de police et au traitement des forces de défense et de sécurité. Vous avez après la Convention de Budapest qui porte sur la cybersécurité. Sans compter tous les accords bilatéraux entre le Sénégal et d'autres pays par rapport à la convention policière, la convention judiciaire ou sur le renseignement de manière générale. Je veux parler d'Interpol, d'Afripol. Il existe d'autres cadres d'échange d'informations. Donc, tous ces éléments sont complétés par un volet, cette fois-ci, politique, stratégique, parce que les stratégies nationales ne sont pas des normes au sens kelseyien du terme, c'est-à-dire ce n'est pas une prescription juridique accompagnée d'une sanction qui émanerait du pouvoir législatif et qui a fait l'objet d'une promulgation plus une publication. Donc, nous avons la stratégie nationale sur la cybersécurité qui a expiré depuis 2022 et qui est en phase d'être renouvelée. Les textes sont dans le pipeline, comme on dit. Vous avez la stratégie sur les données et la stratégie sur l'IA, ce sont des stratégies nationales. Et vous avez le New Deal technologique, qui est le cadre politique de développement du numérique au Sénégal et qui englobe toutes les parties autour de la connectivité, autour du droit. Et par rapport au New Deal technologique, le pilier structurant 1 renvoie justement au droit. Donc, vous avez la Constitution, vous avez tout le bloc de conventionnalité, vous avez la loi ou les lois et le règlement d'application, et à côté, vous avez le volet stratégique qui est construit autour de certaines politiques publiques, de certains documents stratégiques qui ont un volet programmatique très important. À côté de cet empilement de textes, vous avez maintenant la dimension institutionnelle. Cette dimension institutionnelle a été présentée globalement par la police, par la gendarmerie, par le professeur Ndiaye aussi, qui a eu à présenter un certain nombre d'institutions qui participent à l'exécution des politiques publiques. Je vais m'attarder un peu sur la CDP, qui est quand même la cheville ouvrière en matière de protection des données à caractère personnel. Je l'ai rappelé, la date de création, c'est 2008, la date d'opérationnalisation, c'est 2013. La CDP, dans ses missions, est justement chargée de protéger les données à caractère personnel avec un pouvoir consultatif, un pouvoir prescriptif, un pouvoir d'enquête et d'investigation et un pouvoir sanctionnateur qui lui permet de prononcer des sanctions administratives, des injonctions, de rendre des avis ou simplement de mener des missions de contrôle qui permettent de repérer les non-conformités et de les corriger. Voilà de manière assez globale, un peu, si vous voulez, l'état du droit actuel au Sénégal. Peut-être si le temps nous l'avait permis, on aurait pu exploiter les projets de réforme parce que l'État vient de faire circuler un certain nombre de textes relatifs à la cybersécurité, à la protection des données à caractère personnel, à la gouvernance des données de manière générale, à la création d'une nouvelle autorité de gouvernance des données, et tout ceci avec l'apport des différents organismes qui composent un peu l'administration au Sénégal, si vous voulez. Donc, nous avons un cadre actuel, l'état du droit positif, un ensemble de textes qui structurent ce que va devenir la protection des données à caractère personnel et ses liens avec la cybersécurité. Donc, la deuxième partie de la question qui m'a été adressée concerne véritablement l'effectivité. Si je dois définir l'effectivité très rapidement, vous avez une effectivité au sens juridique du terme, au sens normatif, et dans ce cas, l'effectivité va renvoyer à l'observation de l'adéquation entre la prescription juridique et le comportement du citoyen. C'est-à-dire, si on vous dit de passer par une porte, est-ce que véritablement vous passez par cette porte?
Donc, cela témoigne d'une certaine effectivité. Donc, c'est un sujet qui est très débattu dans la théorie du droit, qui n'a pas encore fait l'objet d'un consensus très fort. Je ne vais pas alimenter la polémique, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Ensuite, vous avez l'effectivité au sens sociologique, donc qui est née des études juridiques américaines, qui sont beaucoup plus sensibles au réalisme juridique plutôt qu'à la théorie de l'état de droit dans le modèle kelseyien. Donc, cette effectivité rend compte à la fois de l'adhésion des populations à ces règles et de la traduction de ces règles en actes concrets par tous les destinataires. Et là, lorsqu'on veut mesurer l'effectivité de la protection des données à caractère personnel au Sénégal par rapport aux opérations des forces de défense et de sécurité, je m'en vais discuter en deux temps très rapidement. Le premier temps est tiré de l'analyse des textes, le deuxième temps est tiré de l'expérience, de mon expérience passée au niveau de la CDP notamment. Donc, pour le premier volet, l'effectivité tirée des textes, il y a beaucoup de choses à redire. Et ces choses émanent non seulement de l'observation du juriste que je prétends être, mais aussi de l'exploitation de la documentation autour de la question des données à caractère personnel. Si on fait le tour des documents qui sont présents, nous avons un rapport du département américain de la justice, nous avons un rapport de Human Rights Watch, nous avons des rapports d'Amnesty International, nous avons beaucoup de rapports qui dressent un panorama assez critique de la situation du Sénégal par rapport au respect de la vie privée, au respect des droits et au respect plus singulièrement des données à caractère personnel. Deux observations cependant. La première observation, c'est la méthodologie qui est utilisée. Je vais être très prudent. Ces rapports émanent des pays tiers ou d'organismes tiers qui ont une certaine conception de la diplomatie et des valeurs que ces pays, ces organisations protègent. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des rapports officiels qui émanent de pays que c'est une vérité absolue. Le contenu des rapports est une vérité absolue. Ça, c'est la première observation d'ordre méthodologique. La deuxième observation d'ordre méthodologique, c'est que ces rapports sont assez génériques dans leur critique et ne sont pas spécialement focalisés sur la protection des données à caractère personnel. Ce qui fait qu'on voit en exploitant toute cette documentation que la situation du Sénégal est assez problématique, que le traitement des données à caractère personnel par les forces de défense et de sécurité ne respecte pas le cadre légal qui est posé et qu'il y a un certain laisser-aller et laisser-faire de la part de toutes les autorités face aux forces de défense et de sécurité. Donc, je donne juste deux exemples qui ont été vus ça et là dans ces rapports. Le premier exemple, c'est le traitement des données de santé et justement, l'actualité récente permet d'en parler parce qu'on voit exposer les données de santé des personnes qui sont prévenues, détenues, gardées à vue, etc. en instance de jugement. À tort ou à raison, on impute ces actes aux forces de défense et de sécurité. L'histoire nous dira après les jugements, est-ce que c'était elles ou pas? Donc, en tout cas, on leur impute cette responsabilité à tort ou à raison. Deuxième élément, c'est que lors des événements de 2021 et les événements suivants, on accuse les forces de défense et de sécurité de recourir massivement à des outils de surveillance de masse, à des outils de traçage individuel, de géolocalisation, qui n'ont pas fait l'objet de déclarations, soit au niveau de la CDP, ou qui ne sont pas encadrés par un texte spécifique. Donc, la violation des libertés publiques, des droits, est assez flagrante. Mais je le rappelle, ce sont des rapports qui, certes, sont parfois des rapports officiels, mais ce sont des rapports qui peuvent être biaisés. L'autre élément qui est né de l'observation et de l'expérience au niveau de la CDP, que globalement, nous avons deux situations ou deux lectures du problème. La première lecture du problème, c'est que nous avons un texte ou un juridique qui est très flou dans sa conception et qui ouvre des fenêtres qui sont plus ou moins graves. Le premier texte, c'est le texte de 2016-33 sur les renseignements. Vous allez aux articles 10 et suivants,
Ce texte donne tout simplement la possibilité aux forces de défense et de sécurité, dans les opérations de renseignement, de mener tout acte intrusif, sans autorisation préalable d'un organisme externe qui contrôlerait, à l'instar des autres États de droit, sans limitation. Ce qui veut dire que théoriquement, les forces de défense et de sécurité, dans le cadre de l'application de la loi 2016-33, n'ont aucune obligation de remplir les formalités préalables qui sont prévues par la loi 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel. Quand bien même cette loi, dans son champ d'application, embrasserait tous les traitements de l'État, quelle qu'en soit la provenance, sauf à justifier d'une base légale qui dispense de ces formalités. Donc, on peut conclure que ce texte est en soi une base juridique autonome qui permet de méconnaître les formalités administratives. Parce que là aussi, je fais la différence entre respecter les formalités administratives et respecter les principes de protection des données à caractère personnel. Vous pouvez ne pas respecter les formalités administratives, mais avoir une charte informatique ou avoir un document quand même qui pose des principes qui respectent les données à caractère personnel. Mais je n'en ai aucune idée parce que les forces de défense et de sécurité, et ça, c'est la deuxième observation qui ressort de l'analyse, il y a une certaine opacité qui entoure les traitements qui sont opérés par les forces de défense et de sécurité. Donc, elles communiquent, elles informent les citoyens, mais pas dans le sens où le citoyen aurait une information claire et nette des finalités des traitements, des catégories de données qui sont conservées, du lieu de conservation, est-ce que ces données sont transférées ou non, etc. Donc, il y a un ensemble de principes de protection qui ne sont pas à la disposition des citoyens, ni à travers les forces de défense et de sécurité, ni à travers le Parlement. Je le rappelle que la loi de 2016 donne la possibilité au Parlement de surveiller ces activités de renseignement, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu de commission parlementaire agir dans ce sens. Donc, il y a une certaine opacité qui entoure le traitement des données à caractère personnel par les forces de défense et de sécurité et qui alimente justement les conjonctures. Chacun a son idée de la question sans qu'un élément puisse départager ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui relève de l'affabulation de chercheurs comme moi ou ce qui relève de la vérité. Donc, sauf les fuites de données, etc. Donc, voilà un peu la situation lorsqu'on procède à une analyse du cadre juridique. Donc, un texte générique existe et encadre tous les traitements, mais des textes spécifiques viennent bouleverser cette architecture sans donner des garanties. On peut aller plus loin avec la loi de 2016-33 en analysant tous les outils qui ont été mis à la disposition. Mais très souvent, comme la plupart des États, le Sénégal va se retrancher derrière des finalités, comme on le dit, coup de massue, c'est-à-dire la sécurité nationale, la sécurité publique, etc. Donc, pour justifier du traitement des données à caractère personnel de manière massive, avec un affaiblissement des garanties qui sont explicitement reconnues par la loi. Une autre garantie qui n'est pas toujours reconnue, c'est le droit d'accès. De manière globale, les citoyens ont peu de chances d'avoir un droit d'accès direct aux informations qui sont traitées sur eux. Soit il y a le couvert du secret de l'instruction, soit il y a le couvert du renseignement, soit il y a le couvert du secret administratif et autres, qui va toujours constituer un mur entre le citoyen désireux d'exercer ses droits et les forces de défense et de sécurité. Voilà un peu quelques éléments parmi tant d'autres qui font que l'effectivité de la protection des données à caractère personnel lors des opérations des FDS peut être considérée comme étant très discutable. Mais je vais édulcorer un peu mes propos pour finir. Les forces de défense et de sécurité ont tendance à travailler de plus en plus avec la CDP pour parfaire leur dispositif de protection des données à caractère personnel. À titre individuel, j'ai eu à accompagner la police dans certaines missions où il fallait justement implémenter plutôt la protection des données à caractère personnel. C'est l'exemple du Crédit Pôle, qui est une initiative sous-régionale qui permet à nos différentes polices d'échanger des données. Donc, la mise en œuvre de ce système s'est accompagnée par l'adoption
d'un texte avec des règles solides de protection des données à caractère personnel. Plus récemment, pour les cas de l'utilisation des drones au Sénégal, pour le cadre de l'identité numérique, pour le cadre du casier judiciaire et d'autres initiatives, l'architecture d'entreprise gouvernementale. Vous avez aussi le schéma directeur d'interopérabilité des systèmes d'information de l'administration de manière générale. Pour toutes ces initiatives, il existe quand même cette dimension protection des données à caractère personnel, la vie privée qui intervient dès le début et des rencontres avec les forces de défense et de sécurité ou des comités mixtes où elles interviennent ont lieu et permettent de penser qu'il existe des signaux positifs qui tendraient à atténuer les violations de la vie personnelle ou des données à caractère personnel dans le cadre des opérations des forces de défense et de sécurité. Je m'excuse d'avoir été long si je l'ai été ou d'avoir parlé un peu trop vite. Je tiens compte du temps puisque vous nous écoutez depuis un certain moment et les questions aussi doivent être posées aux différents intervenants. J'ai été ravi de partager ces quelques informations avec vous. Je vous remercie et je suis à votre disposition si éventuellement vous avez des questions. Et encore une fois, je renouvelle mes remerciements aux organisateurs qui ont bien voulu penser à moi parmi tous les grands juristes qui existent dans ce pays et qui sont spécialisés en droit du numérique. Je vous remercie.